Lewis Carroll, dans toute son œuvre, est au fond, au-delà des considérations sur les mots-valises, au-delà des différentes aventures d'Alice, et dans le cadre des aventures d'Alice, l'auteur de l'histoire d'une enfant qui grandit et qui finalement accepte de grandir, tout en étant présentée d'une manière psychologique tout à fait nouvelle et forte. Le non-existant, les animaux qui parlent, les êtres humains qui sont dans des situations impossibles, tout est considéré comme admis et le rêve n'est donc pas troublé. Mais Lewis Carroll nous montre une jeune fille qui accepte de grandir. Son successeur, au fond, dans l'ordre des mythes littéraires anglais, c'est-à-dire le créateur de Peter Pan, Sir James Matthew Barrie, lui sera le petit garçon qui ne voudra pas grandir et qui n'acceptera pas plus que son jeune héros de le faire. Mais il utilisera lui aussi les mots-valises, nous en reparlerons. Et si Lewis Carroll mesurait 1,83 m, Sir James Matthew Barrie restera lui un elfe d'1,60 m au maximum. Tous les deux vont inspirer Walt Disney, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Et je vais donc vous présenter à présent Sir James Matthew Barrie, qui, à la différence de Lewis Carroll, a une œuvre qui n'est pas assez connue en France, Lewis Carroll ayant eu la chance d'être édité à la fois aux éditions Bouquin presque intégralement, et d'être aussi édité chez Robert Laffont donc, et d'être aussi édité en Pléiade d'une manière tout à fait satisfaisante et brillante. Quant à Sir James Matthew Barrie, qui naît lui en 1860 et va mourir en 1937, qui prend donc le relais au fond de l'œuvre de Lewis Carroll presque un siècle après, eh bien lui n'a pas eu tout à fait la même chance. Il est éclipsé par Peter Pan, mais le reste de son œuvre n'est pas assez connu, nous allons le voir. Je vous propose donc quelques réflexions sur James Matthew Barrie, l'éternel et triste petit garçon, le créateur de Peter Pan. En 1953, dans la foulée d'une production précédente par les studios Disney qui reprenait les 2 premiers volumes des aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, en 1953 donc, en première mondiale au Festival du film de Cannes, Jean Cocteau, président du jury de ce même festival cette année-là, découvrait l'adaptation dessinée et animée par les studios Disney, américains donc, d'une adaptation brillante donc de Peter Pan. Et Jean Cocteau, poète et rêveur lucide, président donc le jury de cet événement français, notait « Ce film m'a enchanté par sa grâce et sa technique. Si j'étais le seul juge à Cannes, je donnerais le prix du meilleur acteur à Walt Disney pour le Capitaine Crochet. » Et surtout, il précisait cette phrase fondamentale « Je remercie le ciel d'avoir préservé mon enfance », c'est-à-dire d'avoir préservé, selon lui, le charme qu'il avait découvert en lisant jeune homme les aventures de Peter Pan, où le garçon qui ne voulait pas grandir, sans doute soit dans une des versions transposées en prose, soit dans une des versions transposant la pièce fameuse de 1904, produite en Angleterre et ensuite passée aux États-Unis, qui est la première incarnation complète de Peter Pan. Le public du monde entier a depuis 1953, et à chaque occasion de la version animée de Peter Pan selon Walt Disney et ses équipes, ratifié ou dépassé le jugement et la belle appréciation de Cocteau. Mais Sir James Matthew Barrie, qui fut lui aussi passionné par le théâtre et par le cinéma, comme Cocteau d'ailleurs, n'est jamais vraiment sorti, lui, comme Peter Pan, depuis 1904 de son enfance. Sans doute, la vision que le Peter Pan animé de Disney donne ne correspond pas exactement à la création originelle de Peter Pan dans sa version théâtrale de départ ou dans ses multiples variations et aventures sous leur forme romanesque ou dans diverses formes littéraires. Comme Lewis Carroll, néanmoins, Sir James Matthew Barrie, baronnet d'1,60 m, a créé un véritable mythe littéraire. Beaucoup d'enfants à travers le monde ont pu lire les multiples variantes et adaptations, essentiellement romanesques d'ailleurs, faites avec l'accord de James Barrie,
et parfois directement supervisée par lui. Pourtant, l'image qu'on conserve de Peter Pan, c'est aujourd'hui essentiellement cette sortie en couleur, en éclat, en malice du film de Walt Disney. En somme, le moyen du cinéma a en remplacé l'originalité première du théâtre à grand spectacle de la version initiale du Peter Pan, créée à Londres en décembre 1904 au théâtre du Duc d'York et reprise ensuite aux États-Unis à New York, avec dès le départ la complicité d'un producteur américain, même à Londres, et qui restera fidèle à James Barrie et à ses œuvres de dramaturge, de romancier, d'essayiste et d'homme de spectacle. On sait que si Lewis Carroll était timide, Sir James Barrie ne le sera pas moins. Ce personnage considérable malgré sa petite taille a été un immense écrivain, il a été l'ami des plus grandes figures de son temps, politiques et littéraires, mais il est aujourd'hui totalement éclipsé par son héros, par ce bébé faune volant et inquiétant, par ce petit prince cruel, passionné par l'enfance, par cet enfant sauvage et heureux qui refuse de grandir et de changer, et qui est Peter Pan. Sir James Barrie est né en 1860 dans un petit coin d'Écosse, cerné de petites maisons modestes à briques rouges et aux toits d'ardoise, qui s'appelle Kirkemure, où il a vécu les premières années de sa vie dans une famille marquée par un deuil tragique, la perte d'un jeune frère, David, alors que James avait seulement 6 ans. Ce David le poursuivra tout au long de son œuvre et il est l'un des modèles de deuil qui enfante au fond Peter Pan. Et la tristesse, le deuil, l'inquiétude morale, tout cela crée le personnage de Peter Pan, mais aussi le souci permanent de James Barrie de se rattacher à une enfance idéale, à un monde hors du monde réel qui l'attriste tellement, et un monde qui est au fond ce qui va devenir le Neverland, le pays du grand jamais, le pays du jamais jamais ou le pays imaginaire. Cela dépend des traductions, bien sûr. Pour créer ce pays imaginaire, James Barrie, devenu journaliste et jeune écrivain à Londres après des études sérieuses universitaires à Édimbourg, comme son compatriote et ami et condisciple Conan Doyle, James Barrie a créé un climat de féerie. Ce climat de féerie manquait en partie chez Lewis Carroll. Chez Lewis Carroll, il y a le côté onirique, il y a le côté songeur, il y a le côté absurde, le nonsense comique, mais il n'y a pas de fées. Jamais. Il y a des rois, des reines, des personnages étonnants, mais il n'y a pas de fées. Chez Barrie, il y a non seulement des fées, mais il y a tout un monde issu de la littérature d'aventure classique anglaise, une littérature de pirates, une littérature de rêverie pleine d'îles, une littérature qui commence avec Swift et Defoe, qui se poursuit avec les romans maritimes ensuite de Marryat, et qui surtout culmine avec un autre Écossais qui fut à la fois son ami, son inspirateur et en partie son rival, Robert Louis Stevenson, l'étonnant créateur de l'île au trésor. Il faut dire aussi que pour bien comprendre James Barrie et la jeunesse de Peter Pan, il faut se fier à la figure de la mère de James Barrie. Margaret O'Gively, les jeunes filles mariées en Écosse conservent leur nom de jeune fille, était un personnage tout à fait atypique, une forme de caractère solide et en même temps neurasthénique et dramatique après les deuils qu'elle avait subis, d'un milieu modeste tous les deux, leurs parents, le père de James Barrie et sa mère. Lui était tisserand et artisan, elle rêvait d'une autre condition, mais passait sa vie à lire, et à lire avec passion. Et elle a transmis à James Barrie tout le bagage celtique, écossais, traditionnel des contes et du folklore, tous les romans classiques de la littérature d'aventure et de la littérature rêveuse ou poétique anglaise, Milton, Pope, tout cela, et puis bien sûr elle dévorait Stevenson, répétant entre ses dents « Je me demande comment ce garçon va se sortir de son tonneau ». C'est vous dire que cette mère à la fois abusive, possessive et charmante
cette mère un peu écrasante, a passionné James Barrie et qu'elle est l'un des modèles de plusieurs des personnages de son œuvre, bien qu'ils ne le reconnaissent pas toujours. Mais pour bien comprendre aussi Sir James Barrie et Peter Pan, il faut ne pas oublier que Peter Pan, c'est une création presque accidentelle au moins autant que celle d'Alice au Pays des Merveilles. C'est une création accidentelle en ce qu'il l'a créée pour des petits garçons rencontrés dans les années 1890 finissantes et dans le début des années 1900, rencontrés dans un parc de Londres, le fameux parc de Kensington, qui est l'un des cadres de la pièce et des variations de Peter Pan. Et c'est cette petite tribu d'enfants qui va être le modèle des enfants des héros de Peter Pan, c'est-à-dire Wendy, c'est-à-dire John, c'est-à-dire Michael. Ce sont, sauf Wendy, qui est la fille décédée d'un éditeur de James Barrie, une petite fille de 6 ans ou 7 ans qu'il aimait beaucoup, ce sont les enfants issus de la famille Llewellyn Davis, dont la mère était la petite fille de Georges du Maurier, l'inoubliable auteur d'un roman onirique superbe et d'un rêve absolu sentimental aussi, Peter Ibbetson. Et James Barrie va connaître les parents, puis les enfants, vivre dans leur nurserie, vivre avec eux de manière très proche, créer pour eux des jeux pleins de pirates, pleins de rêves, créer ce continent imaginaire, créer ce petit personnage faunesque qu'il avait esquissé précédemment dans une partie de son œuvre, mais qu'il reprend pour eux et dont il va faire une machine théâtrale immense en 5 ou 6 actes, une machine avec des bateaux de pirates, avec des Indiens, avec ce mélange de sauvagerie, de monde naturel, d'îles et de jungle, qui est aussi issu d'influences de Kipling. À peu près au même moment sont sorties les premières et différentes variations autour de Mowgli et du livre de la jungle. Ça doit dater de 1891-1894. La création de Peter Pan est donc de 1904. Elle se fonde aussi dans un monde de rêves et de spectacles dont on n'a pas tellement idée en France, ou du moins une idée détournée. Quand on dit en France le mot pantomime, on pense à De Bureau, on pense au boulevard du Temple, on pense à Marcel Carné, aux Enfants du Paradis, au mime, et on pense à Sacha Guitry. Mais la pantomime en Angleterre, c'est un type de spectacle très original, essentiellement lié aux fêtes de fin d'année, et au fond, c'est un spectacle de rue tout à fait particulier et une espèce de frivolité pleine de contes et d'originalité. Et c'est un peu l'esprit de la création aussi de Peter Pan. Ça fait partie de cette forme de conte à l'anglaise, avec à la fois, en revanche, une forme de cruauté, de dureté. L'enfance n'est pas simple dans Peter Pan, dans les quelques variations que ce soit, qu'elles soient romanesques ou théâtrales, tout au long de l'œuvre de Barrie, mais elle est fondamentalement heureuse, ou elle essaie de l'être. On a fait de Peter Pan aussi l'image d'une sorte d'ange de la mort venant chercher les enfants morts. C'est une des interprétations possibles liées au deuil de James Barrie, mais ça n'est pas la seule. En revanche, il est vrai que les modèles de Peter Pan, les enfants du modèle de l'ensemble de Peter Pan, la famille Darling, pour parler clairement, et une partie des enfants perdus, des naufragés, des enfants perdus du monde imaginaire, sont des enfants qui ont eu des modèles qui ont connu une fin de vie tragique. Et une fin de vie tragique qui a marqué durablement Sir James Barrie et qui l'a rendu très triste. Car la famille Llewellyn Davis, qui donne la famille Darling, est une famille qui a été déchirée par les deuils. Les parents sont morts très tôt, tous les deux d'un cancer, et il s'est trouvé que James Barrie est devenu le tuteur légal, avec une partie de la branche des Du Maurier, des enfants Llewellyn Davis, c'est-à-dire de Peter, de George, de Jack et du petit Nicolas. Ils étaient 5 en tout, et sur ces 5, presque tous ont connu une vie tragique. Certains ont disparu du vivant même de Sir James Barrie, et ça a déchiré et assombri sa fin de vie. L'un, George, est mort en 1915 dans la Somme, pendant la Première Guerre mondiale.
Un autre, Michael, qui était le modèle d'une partie de la statue de Kensington, est mort tragiquement en se noyant dans des circonstances obscures à Oxford avant ses 21 ans en 1921. Un autre frère, Peter, le dernier à mourir, s'est jeté sous un métro à Londres en 1960, et Jack, le modèle de Jean, était mort quelques mois plus tôt en 1960. James Barrie était mort en 1937, il ne les a pas vus tous partir, mais il est certain que s'il a mis tant de temps notamment à donner la version définitive de ce qu'il considérait en tout cas comme définitif de sa pièce originelle de 1904, pièce qui a eu un succès mondial de Peter Pan, il ne la donne qu'en 1928 et il donne ensuite les droits de l'exploitation de l'œuvre de Peter Pan dans son ensemble et les royalties qui en étaient tirées. Il les donne à un hôpital pour enfants malades à Londres, droit que cet hôpital, en dépit des changements du droit d'auteur, a conservé en Angleterre encore aujourd'hui. Sir James Barrie doit donc être perçu comme un créateur d'un monde à la fois heureux et capable de cruauté, un monde moqueur aussi, car on comprend l'admiration de Jean Cocteau, et je vais boucler la boucle avec cela, de Jean Cocteau pour le capitaine Crochet, lorsque l'on sait que Sir James Barrie se méfiait des grandes écoles anglaises où les enfants dépérissaient un peu, il ne se remettait pas bien des circonstances des études du pauvre petit George qu'il aimait beaucoup et qui s'était ennuyé dans les universités, et il raillait volontiers Eton. Il ne faut pas oublier que Crochet, qui passe pour être le personnage cruel, est en fait, dans la pièce comme dans les variations romanesques, certes un personnage dangereux, certes une image diabolique et aventureuse, certes un voyou digne du capitaine de l'île au trésor et des pirates de Stevenson, mais il sort d'Eton, il est cultivé, et la devise qui est celle qui figure sur son bateau, le Jolly Roger, le bateau des pirates, c'est celle de la devise d'Eton, une façon pour James Barrie de se moquer des institutions dont, par snobisme ou par respect, il ne démolissait pas tout, mais institutions dont il se méfie instinctivement. Il mettra très longtemps avant d'être fait baronnet au titre de ses essais de théâtre et de sa carrière littéraire. Il le refusera longtemps. Sir James Barrie est donc resté au terme de sa vie ce petit garçon qui, comme Peter Pan, ne voulait pas grandir, mais il est certain que à Kensington, à Liverpool et dans quelques autres villes anglaises, quelques statues aujourd'hui rassurent sans doute James Barrie. Le petit garçon qui ne voulait pas grandir n'a cessé d'être un petit garçon et lui-même finit par être protégé par ce Peter Pan dont on finit, nous en France, par oublier que James Barrie n'en est pas que le créateur. Il est bien dommage que l'œuvre de James Barrie, ses contes fantastiques en particulier, ses essais et ses mémoires sur l'Écosse, qui donnent une image très onirique, très réelle, très profonde de l'ensemble de l'ambiance écossaise du moment de sa naissance et de sa jeunesse. Il est bien dommage qu'il soit si peu traduit en France et qu'il soit à ce point oublié. Il a aussi été le créateur d'une pièce qui a donné bien des variations. Ça s'écrit Crichton, mais ça se prononce Crichton. C'est l'admirable Crichton, qui est le personnage, un butler, un domestique anglais merveilleux, qui est au fond une espèce de Robinsonade joyeuse et ironique. Et Sir James Barrie n'a cessé de vivre en ayant des îles au cœur, des îles réelles et des îles imaginaires. Il disait naître, c'est être jeté sur le bord d'une île et parfois abandonné. Mais avec Peter Pan, manifestement, Sir James Barrie n'est pas abandonné, et c'est tant mieux, mais il est temps qu'on le traduise enfin en France, il le mérite.